Bienvenue dans The Big Shift, Joseph. Merci. Pour la deuxième fois, tu fais partie du club fermé des invités qui sont passés 2 fois dans le podcast. Trop cool. Bienvenue à vous aussi dans The Big Shift, le podcast pour comprendre la transition écologique. Si c'est la première fois que vous écoutez ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner, c'est hyper important pour nous pour qu'on puisse continuer à progresser et à proposer ce contenu à de plus en plus de gens, surtout en ce moment, c'est de plus en plus important, parce qu'il y a des élections présidentielles qui arrivent, parce que la géopolitique internationale est compliquée et qu'il faut que tout le monde puisse s'informer et comprendre ces sujets-là. Et donc, si vous vous abonnez, si vous partagez ce contenu, c'est tout ce qui nous aide à avancer et à faire avancer le schmilblick complet. Aujourd'hui, on va parler de finances. On en parle de temps en temps dans The Big Shift, mais c'est quand même pas un sujet qu'on aborde fréquemment. Depuis 2020, on a l'impression que tout a changé. Pandémie, plan de relance vert, explosion de la finance durable, ESG partout, global, dans plein de pays. Et en même temps, là, depuis 2023, on a backlash écologique, retour du charbon, guerre en Ukraine, tension sur l'énergie. Alors, est-ce que la finance a vraiment bifurqué ces 2-3 dernières années ? On en avait parlé en 2022 déjà avec Joseph, où c'était un peu le boom, mais on ne le savait pas encore, on était sur la fin du boom. Qu'est-ce qui s'est passé du coup les 3 dernières années ? C'est ça qu'on va essayer de découvrir aujourd'hui. Est-ce que la finance a continué sa bifurcation ou est-ce que c'est les discours qui ont changé ? Moi, en 2022, j'avais ouvert une assurance vie chez Goodvest parce que je voulais aligner mon argent avec ce que je raconte dans ce podcast et c'était important pour moi de le faire à ce moment-là, surtout que j'étais dans une des 5 pires banques de France. Et voilà, du coup, aujourd'hui, je me repose un peu les mêmes questions que ce que je me posais en 2021-2022 quand j'ai fait ce choix. Est-ce que mon épargne finance encore des énergies fossiles sans que je le sache ? Est-ce que la finance durable progresse vraiment ? Ou est-ce qu'on est sur un palier ou en train de reculer ? On a vu dans d'autres épisodes qu'on parle beaucoup de backlash, de recul, de retour en arrière, mais quand il s'agit surtout de palier de passage à une autre étape. Et surtout, dans quelle direction va le système financier pour les 5 prochaines années ? J'aimerais bien qu'on arrive à essayer de faire notre petit instant Madame Irma là-dessus et que tu me dises un peu ce que tu en penses. Est-ce que tu te souviens de ce qu'on s'est dit en 2022 ? Et de toute façon, on mettra le lien vers l'épisode de 2022 pour les auditeurs qui veulent voir un peu la différence entre ce qui s'est passé à l'époque et ce qui se passe aujourd'hui. Et qu'est-ce qui s'est passé dans les 3 dernières années sur les marchés financiers ? Effectivement, il y a eu pas mal de changements. Le changement qui nous a le plus marqué, on va dire, je pense que c'est l'élection de Donald Trump, ouais. qui effectivement a eu des discours très anti-climat et anti-finance verte également. Je pense qu'en réalité, son discours a eu plus d'écho que d'impact concret sur le secteur. On voit qu'en fait, la transition écologique n'a pas ralenti véritablement en Europe. Elle a accéléré en Asie. Ouais. Et au final, aux États-Unis, les entreprises continuent à s'intéresser au sujet et elles vont peut-être moins communiquer dessus. Mais voilà, les ventes de voitures électriques n'ont pas du tout reculé. On a besoin de plus en plus d'énergie renouvelable pour financer la nouvelle révolution qu'on a depuis quelques mois, quelques années maintenant, qui est celle de l'IA, qui a énormément besoin d'énergie. Et donc, au final, Donald Trump se heurte un peu à la réalité là-dessus, qui est que le changement climatique est bien réel, que les risques environnementaux et, si on parle de finances durables, plus largement sociaux, sont véritablement là et donc doivent être pris en compte dans les décisions d'investissement. Ce qui a le plus changé, c'est qu'il y a peut-être moins de greenwashing. Donc c'est peut-être presque une bonne nouvelle là-dessus. C'est aussi grâce à la réglementation et aux médias, à des enquêtes d'ONG sur le sujet qui ont fait connaître le problème auprès du grand public. Mm. Et donc aujourd'hui, il y a moins de cas de greenwashing. Ce qu'on devait dire en 2022, c'est qu'il était possible d'avoir des fonds labellisés ISR, qui est le principal label en France, qui ont comme première pondération Total Energies. Et là, en début 2026, c'est plus possible. Ouais. C'est plus possible depuis maintenant. Une pondération, ça veut dire que, en gros, l'actif principal qu'il y a dans le fonds, c'est Total Energies. On peut avoir un fonds vert avec Total Energies en plus grosse participation dans le fonds. Et aujourd'hui, c'est plus possible. On ne peut plus avoir Total Energies, par exemple, dans des fonds labellisés ISR parce que le label a été réformé. Ok. Donc, ça fait partie des gros changements qu'il y a eu. Donc, il y a eu des réformes de labels qui ont empêché du coup, des cas de greenwashing qu'on avait effectivement mentionnés en 2022 en disant oui, mais quand on est sur... alors, on avait mentionné ISR, on avait mentionné Finansol et d'autres. Ouais. Greenfin, tout à fait.
Et donc tous ces labels-là, ils ont commencé à se sévériser. Et à Le label devenir ISR un peu, en particulier, ok. parce que le label Financial, il y a eu aussi des changements. Greenfin était déjà très exigeant. Il y a eu des petites modifications, notamment sur le nucléaire. Mais c'est le label ISR qui était le plus gros label et qui avait vraiment besoin d'être réformé parce qu'en 2022, il n'y avait que quelques dizaines de fonds labellisés Greenfin contre plus de 1000 fonds labellisés ISR. Donc, en termes d'impact, d'encours, c'est beaucoup plus massif. Il y a eu aussi des changements de réglementation au niveau européen qui empêchent les sociétés de gestion de donner n'importe quel nom au fonds. Donc un fonds ne peut plus s'appeler climat s'il n'y a pas de véritables critères qui favorisent le climat et pas juste une notation ESG qui peut être un peu aléatoire, quoi. Donc ça fait... Ça, c'est encore le cas. La notation ESG, ça peut être encore un peu aléatoire. Ça peut être aléatoire, même si tu as d'autres évolutions. Tu as la réglementation, bon, ça va être assez technique, on va peut-être pas rentrer dans le détail, mais tu as la réglementation SFDR qui a été mise en place en Europe depuis. Et SFDR classifie les fonds en 3 catégories. Et donc, ça a permis également de faire évoluer les choses, même si c'est ce qu'on peut reprocher un petit peu à ces réglementations, c'est que le niveau d'éducation financière, il est pas encore très élevé en France. SFDR, même une partie des professionnels de la finance ne maîtrisent pas le sujet. Et en plus, la réglementation évolue très régulièrement. Donc, ça ne va pas forcément permettre à un particulier de facilement s'orienter, quoi. Ok. C'est intéressant cette entrée en matière parce que ces derniers mois, j'ai quand même rarement des discours qui sont positifs sur la façon dont les choses avancent, sur, tu vois, là, t'es déjà en train de me dire Donald Trump, il se heurte à un mur, que la réglementation va dans le bon sens. Quand j'en parle autour de moi, j'ai plutôt l'impression qu'on est en train de détricoter le Green Deal, qu'on est en train de faire passer dans un omnibus une loi de simplification qui permet à beaucoup d'entreprises de faire des investissements qui n'étaient pas possibles avant, justement pour cette réglementation. Toi, tu as l'impression que c'est plutôt alors, tu disais de l'écho plutôt que de l'action, mais tu ressens pas du tout ce retour en arrière chez Goodvest, quoi. Non, alors déjà pas chez Goodvest. Et ensuite, quand on regarde les chiffres, par exemple, les montants émis en obligations durables, ils n'ont pas diminué ces dernières années, en fait. Ils ont même tendance à progresser. Donc, il y a de plus en plus de besoins de financement. Et il peut y avoir un retour en arrière dans la communication, dans les médias sur le sujet. Mais en réalité, si on regarde les chiffres, il n'y a pas de retour en arrière. Je m'attendais pas à ce que l'épisode prenne cette tournure, vraiment. Tu vois, je pensais qu'on allait se dire ah bah attends, oui, là il y a un truc qui est vraiment dangereux. Il y a des très grosses banques qui sont en train de se déréguler et qui sont en train d'aller financer un peu tout ce qu'elles veulent. En fait, elles sont jamais allées très très loin Ouais. en termes d'arrêt. Enfin, les grandes banques n'ont jamais arrêté de financer les énergies fossiles. Ce qui est nouveau, c'est peut-être qu'il y a moins de communication sur le sujet, donc il y a moins de greenwashing. Et la communication qu'on a aujourd'hui sur le sujet, elle va être peut-être un peu plus honnête. Parce qu'aujourd'hui, il y a quelques années, les grands acteurs communiquaient pour convaincre l'opinion publique, et aujourd'hui, ils communiquent moins pour ne pas s'attirer les foudres de Donald Trump, entre guillemets. Ok. Mais donc les communications qui vont subsister sont plus réelles et moins fausses que celles qu'on pouvait avoir il y a quelques années. Mais il y a encore énormément de progrès à faire, hein. Il y a Reclaim Finance qui a publié un rapport que tu as peut-être vu passer il y a quelques semaines sur les expositions aux énergies fossiles dans les assurances vie. Et il y a toujours très très peu d'acteurs, dont on fait partie, qui excluent véritablement les énergies fossiles en assurance vie, quoi. Ok, si là on prend une assurance vie un peu classique, ouverte depuis 10 ans, par quelqu'un qui n'y a jamais touché, je pense qu'on est quand même beaucoup de Français, on est champions de l'assurance vie, je crois, en France, c'est du livret A. Déjà, alors, l'assurance vie, c'est un produit de toute façon qui est spécifique à la France. Mais on est les champions, on est parmi les champions de l'épargne en Europe. De l'épargne, ouais. Avec plus de 6 000 milliards d'euros d'épargne et plus de 2 000 milliards en assurance vie. Pour donner un ordre de grandeur, le livret A, c'est quelques centaines de milliards, je crois que c'est 500 milliards à peu près. Donc l'assurance vie, c'est 4 fois plus gros que l'encours du livret A. Et donc, si on a, et c'est probablement une grande partie de nos auditeurs, hein, mais si on n'a pas touché à son assurance vie depuis 10 ans, qu'on l'a ouverte et qu'on a un peu attendu, statistiquement, qu'est-ce qu'on finance avec cet argent-là ? En tout cas, on a la quasi-certitude qu'il y a des expositions aux énergies fossiles. Okay. Tous les contrats d'assurance vie, sauf 2, qui ont été soulignés par Reclaim Finance, dont celui de Goodvest, et l'autre c'est Green Got.
tous les autres contrats d'assurance vie sont exposés aux énergies fossiles. Donc, on est certain qu'on va retrouver de l'assurance vie dans ce contrat. Après, en quelle proportion, ça va dépendre de l'assureur. Ouais. Ça va dépendre de quel fonds en euros c'est à l'intérieur, quelles unités de compte. Mais on peut imaginer que c'est similaire au poids de ce secteur dans l'économie, qui est quand même assez important. Donc, ça doit être peut-être 5-10% qui va être exposé aux énergies fossiles, surtout qu'on a quand même un des principaux leaders sur le marché français, et que souvent les assurances vie sont exposées principalement sur le marché sur lequel on est. Donc, voilà. Ok. Et donc, on va être exposé aux énergies fossiles. Est-ce qu'il y a d'autres secteurs qui sont pas forcément recommandables auxquels on va être exposé, mais qui rentrent pas forcément dans les critères exclusion écologique qu'on pourrait imaginer? On peut être exposé à pas mal d'autres secteurs. Hein. Ça dépend après de ses valeurs, hein, mais ça peut être le tabac, ça peut être le divertissement pour adultes, les entreprises qui violent le pacte des Nations Unies, ça peut être l'armement, même si l'armement, c'est de plus en plus sujet à débat avec tout ce qui se passe en Europe de l'Est. Ce qui est intéressant, après, au-delà des secteurs, ce qui est intéressant, c'est de regarder dans quelle typologie d'acteurs on va investir, des acteurs qui respectent l'accord de Paris, qui prennent soin de la biodiversité, et est-ce qu'on va investir dans les secteurs qui vont accélérer la transition écologique, soit la mobilité bas carbone, les énergies renouvelables, etc. Et donc ça, c'est le problème, le diagnostic qu'on a pu faire en 2022 a peu évolué. C'est toujours très compliqué de savoir ce que son argent finance. Ouais. C'est très compliqué de savoir sectoriellement ce qu'on va financer, quelles entreprises, quel va être l'impact de son épargne. Et nous, c'est ce qui nous tient à cœur, c'est donner toujours plus de transparence, donc donner des exemples. Là, ce qu'on a développé depuis 2022, c'est des formats où on va faire des visites de projets ou d'entreprises qu'on va financer. Par exemple, le dernier tournage que j'ai pu faire, c'est d'aller visiter une forêt qu'on va financer, ce qu'on finance via un de nos contrats, donc des groupements forestiers, avec France Valais. Et donc, on est allé visiter une forêt et expliquer en fait comment est-ce que comment est-ce que l'épargne a un impact sur les forêts, donc à la fois sur le climat, sur la biodiversité. Et c'est ce qu'on cherche à faire, c'est de donner de la tangibilité à ce que finance notre argent. C'est fou, c'est un sujet qui revient énormément, j'ai l'impression, d'essayer de se rapprocher, en fait, de faire de la finance circuit court, d'essayer de se dire j'ai plus envie de financer quelque chose qui est à l'autre bout de la planète, j'ai plus envie de financer un truc où que mon argent il rentre dans un circuit que je comprends pas. J'ai envie de savoir qu'il y a peut-être un intermédiaire, voire deux, et après savoir exactement quel va être le financement. Aujourd'hui, quand je regarde un contrat d'assurance vie classique, tu vois des noms de fonds, mais ça se trouve, en fait, il y a des imbrications, des échelles avec des fonds de fonds, et donc à peu près 4, 5, 10 intermédiaires avant d'aller justement à l'emprunteur final qui touche l'argent que moi j'ai mis sur mon compte épargne. Et comment est-ce que vous faites du coup pour aller jusqu'au bout de ça? Comment est-ce qu'on fait derrière pour savoir, tu vois, là tu dis on travaille avec France Valais, est-ce que ça veut dire que quand vous ouvrez un fonds, vous ouvrez en direct avec un emprunteur, ou comment est-ce que ça se passe? Alors, bon, non, déjà aujourd'hui on n'a pas de fonds de fonds. Donc la lisibilité est quand même plus simple, et c'est quand même assez rare encore, hein. Les fonds de fonds ne sont pas énormément développés en assurance vie. Alors les fonds de fonds, ça, à ma connaissance, ça n'existe pas. Donc voilà. Ce qu'on fait nous, c'est qu'on a une équipe en interne qui va récupérer les inventaires auprès des sociétés de gestion, et on va analyser ligne à ligne vraiment. Regardez entreprise. Quand on dit on récupère un inventaire, ça veut dire qu'il y a un fonds qui va vous dire moi j'ai investi à tel endroit, tel endroit, tel endroit, et vous regardez chacune des lignes en disant est-ce que ça rentre dans nos critères de financement? Ok, donc on peut investir dans ce fonds. Et donc c'est comme si on était exposé à 100% des éléments qui composent ce fonds. Exactement. On récupère les pourcentages, les codes ISIN, donc c'est ce qui permet d'identifier une action ou une obligation, et on va l'analyser avec des bases de données qu'on a avec Carbon 4 Finance, la Caisse dépôt biodiversité. On se base sur également des bases de données d'ONG comme Jurgovald qui travaille sur l'exposition aux énergies fossiles. Jurgovald? Ouais, exactement. Okay. Qui en fait se base sur deux bases de données, la Gogol et la GCEL. Mais en gros, ça permet de comprendre l'implication des entreprises dans l'expansion des énergies fossiles. Après, effectivement, ça c'est sur la partie cotée.
Sur la partie non cotée, c'est plus simple. Effectivement, il y a un côté plus direct. Et comme quand on va financer un GFI, France Valais, on va en fait tout simplement acheter une part de la forêt en fait. Et donc, on est en quelque sorte actionnaire d'une forêt, quoi. Ok, elle est où, votre forêt? Alors, il y a, le GFI investit dans plusieurs forêts. Donc, je crois qu'il y a une trentaine ou une quarantaine de forêts, majoritairement en France. Quelles sont les grandes évolutions du marché de cette finance depuis 3 ans? Tu m'as dit qu'il y a eu transformation de certains labels. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui se sont passées depuis qu'on s'est parlé? Il y a une prise de conscience du grand public sur le sujet. Ouais. Donc, on a vu des nouveaux acteurs, quelques nouveaux acteurs arriver. Il y a une évolution réglementaire qui oblige désormais les conseillers en fait, financiers à poser la question aux épargnants sur leur sensibilité en fait, aux questions environnementales. Normalement, si vous avez souscrit ces 2-3 dernières années à un contrat d'assurance vie ou vous avez rencontré un conseiller en gestion de patrimoine qui vous a recommandé des produits, il vous a posé la question sur votre sensibilité environnementale. Et donc, c'est censé amener une action derrière? C'est censé amener une action, oui. Mais en pratique, on se rend compte que la question est peu souvent posée. Okay. Ou alors, parfois, la pratique, ça va être de cocher par défaut non, sans même poser la question à l'épargnant. Mais c'est censé, effectivement, on est censé du coup ajuster la proposition en fonction de la sensibilité de l'épargnant. Ok, tu dis qu'il y a des nouveaux acteurs qui se lancent, mais juste avant, tu m'as dit qu'il n'y avait que 2 contrats qui étaient non exposés aux énergies fossiles. Il y a des nouveaux acteurs qui sont lancés, pas forcément sur l'assurance vie. Ok. Tu vois, tu as des acteurs qui ont vu le jour qui permettent, par exemple, d'investir dans les quotas carbone, au maillot, dans du crowdfunding. Tu as des SCI, des CPI qui sont plus durables, qui sont lancés. Donc, tu as eu quand même pas mal d'initiatives. Tu as beaucoup de fonds qui sont lancés aussi sur le sujet. Sur le private equity, il y a une vraie dynamique, il y a une offre assez complète. On avait eu Étienne Durier de Asterion Ventures aussi sur le podcast qui était très bien. Allez écouter cet épisode. Sur de l'infrastructure aussi, il y a beaucoup de choses et donc on a pas mal enrichi notre offre depuis. Ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on a lancé un portefeuille 100% non coté. Il y a un certain nombre d'épargnants qui ne veulent pas être exposés à la bourse pour des questions éthiques, de conviction, ou tout simplement parce que spéculation, spéculation, ou bien aussi ils souhaitent avoir moins de volatilité sur leur portefeuille, parce que forcément la bourse est une classe d'actifs qui est assez volatile, ou en tout cas la volatilité se matérialise au quotidien, alors qu'en fait sur de l'immobilier, de l'infrastructure, ça veut pas dire que ce sont des classes d'actifs moins risquées, mais on voit pas au jour le jour. C'est très sujet aux actualités, quoi. C'est ça. La bourse est très sujette aux actualités, exactement. Et donc, on a développé un portefeuille 100% non coté qui respecte nos critères. Donc, il va investir dans de l'infrastructure, des infrastructures durables, de l'immobilier durable, du private equity, le fonds Euroclimat qu'on a avec Spirica. Et donc, où il n'y a pas de volatilité de marché sur l'assurance vie. Et ça, c'est des choix qu'on peut faire quand on arrive sur Goodvest. On peut choisir un peu les différents... Exactement. Alors, pour ce portefeuille spécifiquement, il y a un minimum qui est de 10 000 euros. D'accord. Qui est un peu plus élevé, mais parce qu'en fait, il y a des tickets d'entrée qui sont plus élevés sur le non-coté. Le non-coté a des contraintes. C'est une classe d'actifs qui est très intéressante pour avoir de l'impact. Il y a pas mal de très puristes écologiques qui vont critiquer les marchés secondaires. Donc, qu'est-ce que c'est que les marchés secondaires? Justement, c'est la bourse, en fait. C'est pas du financement primaire, donc c'est de l'échange de titres obligataires, actions. Donc, indice que ça crée pas de valeur parce que, justement, c'est de l'argent qui a déjà été prêté. Donc, en fait, c'est juste s'échanger de la liquidité, quoi. Et alors, c'est partiellement vrai. Pourquoi c'est pas totalement vrai? Parce qu'en fait, il n'y a pas de financement primaire s'il n'y a pas de secondaire. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les fonds de private equity qui font du primaire ne pourraient pas lever d'argent s'il n'y avait pas de secondaire derrière, s'il n'y avait pas quelqu'un pour racheter. En fait, on prête de l'argent en espérant faire une mise derrière, en gagnant sur sa mise par la suite. Et en comptant surtout sur le fait qu'il y a la liquidité qui va être offerte par quelqu'un qui va être... Donc en fait, faut avoir une vue d'ensemble sur le sujet. C'est vrai qu'il y a plus d'impact, il y a un impact qui est beaucoup plus fort sur... Nous, d'ailleurs, on quantifie les émissions de CO2 évitées et économisées. Et on voit qu'une des classes d'actifs sur lesquelles on a le plus d'impact,
c'est les infrastructures vertes non cotées, parce qu'on va financer directement des projets de panneaux solaires et il y a un impact qui est plus direct. Sur le secondaire, l'impact est moins direct. Alors, après, ça va dépendre de si on est sur des obligations, sur des actions. Sur les obligations, en fait, il y a une durée de détention qui est quand même généralement plus courte. Il y a, les positions vont rouler. Donc, en fait, on contribue quand même à la capacité de financement globale. Et donc, on a un impact qui est plus direct que sur les actions. Et après, bon, on ne va pas rentrer trop en détail dans ce sujet, mais il y a aussi la possibilité de voter aux assemblées générales. Et en fait, on envoie un signal au marché. Si aujourd'hui, le secteur des véhicules électriques s'est autant développé, c'est aussi parce que Tesla est une des plus grosses market cap, valorisation en bourse. Et ça, c'est sur les marchés secondaires. Et donc, ça a un énorme impact, en fait, sur les marchés primaires. Aujourd'hui, les marchés primaires, au final, vont devoir un jour se surfinancer sur le secondaire. Et donc, ils vont regarder, OK, mais qu'est-ce qui performe sur le marché secondaire, quoi. On parlait des investissements non cotés, le fait que ça avait des avantages, mais aussi, notamment parce que c'est là où on a le plus d'impact, parce qu'on est les primo-financeurs. Donc, en fait, c'est le lancement du projet. Donc, c'est là que tu vas avoir une grosse partie de la valeur ajoutée du projet. Inconvénient, la liquidité, a priori. La liquidité. Le risque. Le risque, exactement. Plus ou moins. Alors, sur le non-coté, évidemment, c'est une classe d'actifs qui est très complexe, très large, et il y a différents stades de maturité. Il y a différentes typologies d'actifs. On peut faire du VC, du venture capital, donc c'est l'investissement dans des startups. Là, c'est très risqué. Il y a des stades de maturité grosses, buy-out qui sont moins risqués. Et après, il y a en fait, l'immobilier, par exemple, ou l'infrastructure qui sont également du non-coté, mais qui vont être moins risqués que du private equity généralement. Et aujourd'hui, est-ce que c'est plus risqué de faire un investissement dans un fonds qui serait 100% écolo, qui justement, du coup, s'affranchit de tous les secteurs qui sont les secteurs traditionnels? Alors, on parlait armement, tabac, divertissement pour adultes, énergie fossile. Est-ce que c'est plus risqué de ne pas être sur ces secteurs-là ou pas? Alors, en fait, c'est prendre en compte les critères environnementaux, sociaux. En fait, c'est prendre en compte un risque. D'ailleurs, l'ESG, à la base, a été créé, bien sûr, pour des convictions, du militantisme, mais aussi par pragmatisme. En fait, il y a des changements réels importants qui ont lieu sur les questions environnementales et sur aussi les questions sociétales, etc. Et donc, ça crée des risques considérables. On parle de centaines de milliards d'impact économique à court, moyen terme. Donc, c'est des risques très importants. Et donc, un financier, sans prendre en compte ses valeurs, en fait, ses convictions personnelles, devrait évaluer ces risques. Comme il y a des risques géopolitiques. Donc, prendre en compte ces risques, c'est extrêmement important. Donc, est-ce que c'est plus risqué de prendre en compte des risques environnementaux, sociaux? Non, c'est moins risqué que de ne pas les prendre en compte. Ça, c'est sûr. Après, ça dépend de la durée à laquelle tu les et après, ça évalues, dépend. quoi. Ça, c'est le deuxième point. Ça dépend évidemment de la durée. Il va y avoir des années où ça va être plus risqué. Parce que, effectivement, si tu investis dans l'armement dans une période où il y a des grosses instabilités géopolitiques, qu'il y a la guerre en Europe, au Moyen-Orient, c'est un secteur qui va être résilient. Après, sur le long terme, prendre en compte les grands enjeux du XXIe siècle, mais comme ça va être prendre en compte, par exemple, le risque des entreprises liées à l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, tu vois, il y a un des principaux CRM, HubSpot, qui a perdu 75% de sa valeur en bourse en un an parce qu'ils sont menacés par l'IA. Il faut prendre en compte plein de risques et les risques environnementaux essentiels en font partie. Et donc sur le long terme, ça ne devrait pas créer plus de risques et les études montrent que jusqu'à présent, dans le passé, ça on n'a pas créé et justement au contraire, c'est des secteurs qui sont plus résilients en période de crise. Et là, à l'ère de l'IA, revenir dans du concret, des financements d'infrastructures, de mobilité, des choses qui sont vraiment tangibles, c'est plutôt rassurant et ça a d'ailleurs été bien identifié par les marchés. Et le retournement des marchés qui est actuellement en cours et qui va sanctionner par exemple
certains logiciels SaaS et au contraire améliorer les valorisations d'entreprises qu'on pouvait trouver un peu old school, mais qui sont vraiment dans le concret. Exactement. Un fabricant de vélos électriques. Et voilà, tu vois, un géant comme Alstom, même des acteurs dans les télécoms comme par exemple Orange, qui sont en fait au sommet actuellement de certains ratios de valorisation, parce qu'en fait, c'est du concret. On sait que on ne pourra pas se passer des infrastructures de téléphonie, même si elle y a. Ouais. Voilà. Et donc, tu crois ou pas au fait que le financier rationnel devrait prendre en compte tout ça? Est-ce que tu penses que... Et moi, je fais Goodvest par conviction et aussi par pragmatisme. C'est-à-dire que je pense que le changement climatique est réel, que c'est prouvé par des chiffres, ça a un impact concret qui va s'amplifier. Et donc, si j'épargne, je suis assez jeune, j'épargne pour 10, 15, 20, 30, 40 ans. Ne pas prendre en compte ce changement, c'est une aberration. Donc complètement, ouais. Ça a eu un impact le fait que tu sois jeune, tu penses, au lancement de Goodvest, sur ses convictions et sur la façon dont tu peux dynamiter le marché de la finance? Alors, déjà, on observe quand même que même si on a des clients chez Goodvest de tous les âges, donc il y a des personnes engagées dans toutes les générations, et c'est faux de penser que Goodvest, c'est exclusivement des clients qui ont entre 25 et 40 ans. En réalité, on a un tiers de nos clients qui ont plus de 40 ans. Même si 40 ans, ça reste jeune. Il y a une sensibilité plus importante chez les jeunes générations. Et c'est assez logique. Hein. On parle de ce sujet de manière beaucoup plus forte depuis quelques temps. Il y a une éducation dans les médias qui est arrivée, sur les réseaux sociaux. Il y a un certain nombre d'influenceurs sur le sujet. Donc oui, ça a eu un impact. Et je pense que moi, je me suis intéressé au secteur de la finance depuis assez jeune, mais j'ai pas fait une carrière de 20 ans dans le secteur de la finance avant. Et donc, ça m'a permis de repartir un peu d'une feuille blanche sur l'idéation de Goodvest et de faire des choix qui auraient pu paraître radicaux en se disant, par exemple, ah non, mais chez Goodvest, en fait, on va juste pas sous-pondérer les énergies fossiles, on va les exclure. C'est des choix qu'on n'a pas fait d'autres offres d'épargne, même digitales, nouvelle génération. Parce qu'ils avaient parfois un bagage dans le secteur en se disant non, mais en fait, on ne peut pas exclure ce secteur, c'est X% de l'économie. Voilà, donc on peut le sous-pondérer, on peut investir dans le meilleur acteur des énergies fossiles. Nous, en fait, on est conscient que si on veut respecter l'accord de Paris, il ne faut pas qu'il y ait un nouveau projet d'énergie fossile qui voit le jour. Donc, quand tu as encore 80% de tes financements qui sont orientés vers les énergies fossiles, tu ne peux pas cocher la case Goodvest, quoi. Voilà. Si on pense un peu genre futur, du coup, si on imagine une projection 5-10 ans du secteur, tu vois des concurrents de Goodvest qui pourraient, ou des gros acteurs qui pourraient se dire ok, ça y est, on exclut les énergies fossiles, ou ça, tu le vois pas trop arriver tout de suite? En fait, tu en as quand même dans les acteurs traditionnels. Là, on est en train de lancer un fonds avec Team for the Planet et Ecofi. Donc Ecofi, c'est la société de gestion du crédit coopératif. Ouais. Crédit coopératif, en fait, c'est une très vieille banque. Hein. Ça a été, alors, le nom actuel date de 1980, mais au final, ça remonte à quasiment 200 ans. Et c'est un acteur c'est un acteur bancaire, et je crois que tu es partenaire aussi de la Nef, donc autre banque traditionnelle, entre guillemets, parce que c'est des acteurs qui ne sont pas de nouvelle génération, mais qui s'engagent sur ces sujets. Du coup, j'ai oublié l'origine de ta question. Est-ce que entre 5 et 10 ans, du coup, tu vois ces acteurs-là qui pourraient dire on arrête les énergies fossiles, quoi? Déjà, il y a un gros sujet, c'est les assureurs. Les assureurs doivent assurer l'économie. Elles ont un vrai problème parce que ces acteurs ont un vrai problème, c'est qu'il y a une partie de l'économie qui ne va plus et qui n'est déjà plus assurable, en fait. Hein. On regarde qu'il y a tu construis des maisons proches du littoral, elles peuvent plus être assurées dans certains cas. Donc, les assureurs ont un double enjeu. Certes, l'opinion publique, enjeu que les banques ont, mais elles ont un enjeu qui est encore plus important parce qu'elles doivent assurer l'économie. Donc, moi, je travaille avec des banques et des assureurs. Et en fait, l'importance du sujet environnemental est beaucoup plus fort en 2026 et en 2025 qu'il ne l'était en 2022. Ouais. On pourrait se dire le contraire, le backlash ESG, Donald Trump, nanana, mais en fait, chaque année, les coûts des catastrophes augmentent. Ils voient les lignes augmenter. Ouais. C'est ça. Et donc, ils te le disent, même quand ils sont face à des acteurs de
de la finance traditionnelle pour lesquels, pour certains, le sujet ESG est moins trendy qu'avant, ils te le rabattent. Ouais, en fait, nous, c'est un de nos axes prioritaires, c'est le sujet climat, parce que telle et telle raison. Ouais. Donc, je pense que déjà, côté assurantiel, ça va pas arrêter de progresser à ce sujet, même si c'est encore loin d'être parfait, comme le montre l'étude Reclaim Finance. Côté bancaire, je pense qu'il va falloir que ça devienne d'incitation politique, des clients, des citoyens, parce que c'est très long à bouger, et puis ça reste très rentable pour une banque de financer un projet dans les énergies fossiles. Même si on le voit, la compétitivité des énergies renouvelables est de plus en plus importante, et maintenant les énergies renouvelables sont plus compétitives que les énergies fossiles. Et notamment que le charbon, et on voyait que Trump voulait rouvrir absolument le charbon aux États-Unis, mais que les entreprises finalement sont là, on va y aller, mais à petits pas, parce qu'en fait ça nous coûte beaucoup trop cher. C'est ça, c'est pas forcément rentable. Et on se regarde même le Texas, c'est un des pays, un des États leaders des énergies renouvelables aux États-Unis. Alors que voilà, c'est pas la réputation qu'ils ont, donc ils sont face à la réalité. Et après, je pense que oui, il va y avoir de nouveaux acteurs. Moi, j'espère qu'il va y avoir aussi de nouvelles alliances. On est plusieurs acteurs dans la finance durable, et on était un peu chacun quand même de notre côté, même si on a des bonnes relations et qu'on discute beaucoup et qu'on a des combats communs. Là, on fait des rapprochements. Nous, on a un partenariat avec la néobanque Helios depuis quelques années. Ouais. Là, on lance un fonds avec Team for the Planet et Ecofi. Team for the Planet a fait un partenariat avec le Crédit Coopératif. On peut imaginer des collaborations avec d'autres acteurs, et je pense que l'union fait la force, et donc c'est important de faire ça, et de faire aussi des partenariats avec des acteurs plus traditionnels pour les embarquer. Notamment parce qu'ils n'ont pas du tout la même taille. Aujourd'hui, Goodvest, c'est quoi? C'est 250 millions on est à d'encours, 270. Ouais. 270 millions d'encours. Je ne sais pas ce que ça représente par rapport au marché de l'investissement, mais si on dit juste l'assurance vie, c'est 2000 milliards. Ouais. 250 millions, on a de quoi avoir quelques partenariats encore, quoi. Ah bah, tout à fait, totalement. Ce projet Team for the Planet, Goodvest, j'en ai entendu parler du coup en début d'année. Ouais. Ça va sortir là quand l'épisode aura vu le jour, le projet sera sorti. Qu'est-ce que ça veut dire pour l'équipe de Team for the Planet? Qu'est-ce que ça veut dire du coup? En fait, vous investissez en tant que Goodvest, vous montez un fonds spécifique pour que tout le monde puisse investir dans les solutions que propose Team for the Planet? Voilà, en fait, il y a un double sujet. Le sujet dont j'ai parlé il y a quelques minutes, c'était que c'est important pour nous de financer toujours plus de concret. Ouais. De donner toujours plus de transparence aux épargnants sur ce qu'ils vont financer. Et donc, on l'a fait, mais on peut aller encore plus loin. Financer plus de projets à impact early stage, donc qui sont ceux qui ont le plus de potentiel, parce qu'ils sont encore à stade embryonnaire, qui sont sous-financés, mais que c'est des disruptions qui peuvent être massives. Et c'est les projets que cherche à financer Team for the Planet. Ouais. Ça, c'était un peu notre défi. Le défi de Team for the Planet, c'était de sortir de l'image du don, et de passer à celle de l'investissement et même de l'épargne. Parce que l'épargne, c'est 6 000 milliards d'épargne en France. Donc, leur objectif, c'est d'aller chercher 1 milliard pour financer 100 innovations. On les touche plus facilement sur l'économie de l'épargne que sur l'économie du don. Et donc, pour ça, il fallait une passerelle. Et donc, on a créé un fonds qui est... donc, je ne sais pas quelle date le podcast va sortir, mais si c'est après le 9 mars... C'est bon, tu peux tout raconter. Qui va être référencé sur nos assurances vie et nos plans d'épargne retraite pour nos clients et pour les futurs clients qui vont venir. Donc, il va intégrer nos mandats. Donc, on gère quand même 270 millions. Donc, intégrer nos mandats, tout de suite, c'est plusieurs millions, voire plusieurs dizaines de millions de financement. Vers les projets Team for the Planet. Alors, c'est sur un fonds 90-10. Donc, 100% du fonds ne va pas financer Team for the Planet. Pourquoi? Team for the Planet, comme on le disait, c'est du non-côté des projets early stage. Donc, en fait, tu es dans un niveau de risque qui est quand même assez important. Leur objectif, Team for the Planet, c'est de financer 100 innovations et d'en avoir 10 qui vont devenir des leaders mondiaux à impact hyper important. Donc, il y a du risque, il n'y a pas de liquidité. L'avantage de ce fonds, 90-10, c'est qu'en fait, il y a 10%, jusqu'à 10% qui va financer les projets Team for the Planet. Et 90%
qui vont financer des green bonds et des sustainable bonds. Donc, qui vont financer des obligations durables de projets matures. Pour donner quelques exemples de projets qu'on a pu financer avec des green bonds chez Goodvest, on a financé par exemple le Grand Paris. Donc les nouvelles lignes de métro RER qui voient le jour ont été financées en partie par les épargnants Goodvest. Et donc ce mécanisme permet d'avoir un fonds qui va être liquide. Donc en fait, un client qui a un besoin d'acheter une résidence principale et donc qui doit faire un rachat partiel ou total sur son assurance vie peut sortir sans problème, même s'il a financé des projets Team for the Planet. Et il y a un risque qui est bien plus maîtrisé parce qu'en fait, les 90% d'obligations sont pas garanties en capital, mais ont une volatilité, un risque qui va être très très faible. On est sur une échelle de risque, donc les produits financiers ont des échelles de risque qui sont consultables sur les documents d'information clés, et on est sur une échelle de 2/7. Donc on est sur un risque qui est beaucoup plus bas, par exemple, qu'un fonds action. Alors qu'on va financer en partie du non-coté, early stage. Impact. Et donc c'est ça qu'on fait sur ce fonds. C'est permettre à des dizaines de milliers de particuliers d'investir et de soutenir les projets de Team for the Planet sans renoncer à des critères qui sont importants, parce que notre rôle chez Goodvest, c'est de financer la transition écologique, mais c'est aussi de bien conseiller nos épargnants. On a un devoir de conseil. Et donc c'est pour ça aussi parfois je réponds à des critiques qui peuvent être « Ah mais oui, mais en fait tu fais du secondaire. » Bah oui, mais je ne peux pas conseiller 100% de mes clients d'investir 100% de leur épargne sur du non-coté parce que c'est un défaut de conseil. Tu les envoies chez l'ITA, quoi, sinon. C'est leur patrimoine, voilà. Et chez l'ITA, c'est très bien de le faire, mais l'ITA conseille de diversifier et de limiter effectivement son allocation. Ça va dépendre de son aversion au risque, de son profil. On n'investit pas 50%, ni même 15% de son épargne. Quand on s'inscrit chez l'ITA, ils disent attention, on est prêt à prendre que 10% de votre épargne. Exactement. Donc c'est la force de ce fonds. Voilà. C'est quoi les prochaines étapes? Alors, tu me disais juste avant qu'on enregistre qu'il y avait plein de trucs qui se passaient en ce moment chez Goodvest. C'est quoi vos gros objectifs pour 2026? Objectif 1 milliard d'encours? Alors 2027, c'est 1 milliard. 2027 okay. C'est rapide quand même. C'est rapide, c'est l'objectif. Il va être provocation, mais c'est ambitieux quand même. Il va être ambitieux. Bon, écoute, on visait 250 millions fin 25. C'était l'objectif qu'on s'était fixé. Même on s'était fixé un objectif même plus bas en 2024 et on l'a atteint. Donc on vise 500 millions fin 26 et 1 milliard fin 27. C'est des objectifs qui sont ambitieux, surtout qu'on ne maîtrise pas absolument tous les paramètres. Hein. Bien sûr, il y a ce qu'on va délivrer chez Goodvest, mais il y a aussi le contexte politique en France. Hein. On t'en parlait au début de l'épisode. On a quand même une échéance en 2027 qui est assez importante et l'instabilité politique a un impact sur l'épargne. Hein. Lorsqu'il y a l'instabilité, les Français vont plutôt vers des produits sécurisés. Donc on en a chez Goodvest, on a du fonds en euros, on a un livret, mais ils vont aussi vers les livrets A, livrets LDDS. Directement dans leur banque, quoi. Exactement. Donc ça, c'est un paramètre qu'on ne maîtrise pas, mais on vise donc 1 milliard fin 2027. C'est ce qu'on se fixe. On va continuer l'objectif, c'est continuer à donner toujours plus de transparence, notamment avec Team for the Planet, mais il y aura d'autres choses qui vont arriver. Continuer à enrichir l'offre avec notamment l'immobilier. On sait que les Français aiment bien l'immobilier. C'est un secteur qui a été en crise ces dernières années, mais qui va finir par revenir avec la baisse des taux. Et donc, pour nous, c'est important d'avoir une offre. Et c'est surtout un des secteurs qui a le plus d'impact en France, en fait. Hein. L'immobilier consomme beaucoup d'énergie, la construction aussi. Et donc, c'est un secteur qu'on oublie pas, mais auquel on ne pense pas forcément toujours quand on parle d'épargne durable et de placement durable. En fait, il y a beaucoup de besoins de logement, il y a beaucoup de besoins de rénovation. On a 5 millions de passoires thermiques en France. Donc, il y a des besoins de financement importants sur ce secteur aussi. Alors, tu disais, quand on investit chez Goodvest, quand on met son épargne chez Goodvest, évidemment, avec tout ce qu'on a dit, a priori, c'est quand même mieux que de ne pas savoir déjà où va son argent. Là, au moins, on sait. 2, c'est mieux parce qu'on a validé qu'on n'a pas d'exposition à certains secteurs. À côté de ça, on dit quand même c'est une épargne qui est en ligne avec une augmentation de pas plus de 2 degrés. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, c'est quand même, globalement, est-ce qu'il vaudrait mieux, tu vois, que je garde mon épargne en cash
ou est-ce que il vaut mieux quand même la mettre chez un opérateur comme Goodvest? Alors, ça, c'est un peu l'engagement qu'on a sur tous nos portefeuilles. Mais on va en avoir qui vont viser les 1,5 degrés. Donc, qui ont vraiment ont un impact. Je prends l'exemple infrastructure verte. Je prends l'exemple fonds Team for the Planet. Là, on va être sur du vert foncé, quoi. Tu vas financer tu vas financer vraiment la décarbonation du secteur de l'énergie sur les infrastructures vertes. Tu vas financer des innovations de rupture sur Team for the Planet qui peuvent avoir un impact très important. Donc non, c'est pas mieux de garder son argent en cash. Surtout que ça va dépendre aussi de où tu le gardes en cash, mais les banques peuvent utiliser une partie de tes dépôts pour leur bilan et donc pour financer des projets. Donc, l'argent qui est sur ton compte bancaire, sur ton compte chèque, n'est pas un argent dormant la plupart du temps. C'est ça, exactement. Donc, à moins de le retirer en cash, voilà, c'est... Donc, c'est ou alors dans le matelas ou alors chez Goodvest, à peu près, quoi. Voilà, et puis non, il aura quand même un meilleur impact chez Goodvest que sur le matelas, je te le garantis. Super. Moi, ce que je retiens, c'est que j'étais persuadé que en fait, le backlash politique et médiatique se ressentait forcément sur un secteur qui est aussi touché par les annonces et les actualités. Je pensais que la finance, ça allait directement être le truc qui allait reculer en premier. Assez content de voir qu'a priori, c'est pas trop le cas et que ça continue à avancer bon an, mal an. Qu'il y a effectivement des choses qui ont été transformées. Je pense que le point un peu compliqué de notre échange de 2022, c'était le fait que ISR, c'était bien, mais on ne savait pas trop à quel point on pouvait lui faire confiance. Donc ça, il y a quand même une amélioration. Et puis je vois aussi surtout que depuis 2022, il y a quand même quelques millions en plus qui sont rentrés pour la transition écologique sur les épargnes des Français. Donc écoute, assez content de cet épisode. En tout cas, il y a peu d'épisodes où on ressort en se disant ça va bien, tu vois. Écoute, je vais pas dire que ça tout va bien parce que mais il y a du progrès sur le secteur. Après, effectivement, il y a toujours un manque. Il y a un climate gap hyper important. C'est 400 milliards par an à peu près qui manquent. Alors, je sais plus si c'est en France ou en Europe. Pour financer la transition écologique. Exactement. Donc, il y a un vraiment. Donc, tout va pas bien. Je voudrais pas dire que. Mais effectivement, le backlash sur le sujet n'a pas un impact, un frein aussi fort qu'on pourrait le penser. Il y a eu un petit ralentissement sur 2024. Sur 2025, les fonds climat sont mis à bien collecter, à bien performer. Les obligations durables sont de plus en plus importantes. Il y a une accélération en Asie. Donc, c'était plutôt pour contrebalancer le backlash, mais je ne voudrais pas dire que tout va bien. Ok, bon, on termine quand même sur cette note positive. Allez, c'est plus chouette. Faut un peu de positif. Et évidemment, oui, moi, j'ai l'impression en ce moment qu'on a plus besoin de positif, finalement, tu vois. Donc c'est quand même cool. Merci beaucoup d'être venu. Merci pour l'invitation. Pour parler de ce sujet-là. C'est un épisode qui sortira juste après votre partenariat, enfin juste après l'annonce de votre partenariat avec Team for the Planet. Et d'ailleurs, on a une petite offre avec The Big Shift, Team for the Planet et Goodvest. Vous aurez tout ça dans la description au moment clé. Je vous tiens au courant et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. À bientôt. Ciao. C'est la fin de cet épisode de The Big Shift. J'espère qu'il vous a plu et que vous en avez retiré quelque chose pour votre vie quotidienne. C'est ça le plus important. C'est beaucoup plus simple de parler du sujet sensible de l'environnement quand ses amis ou sa famille sont vraiment informés. Alors partagez le plus possible The Big Shift, ça aidera tout le monde. Et si vous avez des questions, des sujets que vous souhaitez qu'on aborde, des invités que vous voulez entendre, ou tout simplement que vous voulez qu'on discute de cet épisode, envoyez-moi un message sur LinkedIn. The Big Shift est produit par Echoes Studio. Si vous avez un projet audio, contactez-nous sur www.echoes.studio. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.